sera première pour ce journal, dont voici les principaux titres. Le dialogue se poursuit à Nouakchott, réparti en plusieurs ateliers. De vives discussions alimentent le débat national, boycotté par une partie de l'opposition. Politique toujours, plusieurs démissions au sein de l'opposition britannique relative au refus de ces partis de rejoindre le dialogue national. Et puis dans l'actualité internationale, Haïti privé de vote après le passage destructeur de l'ouragan Matthew et Syrie, Alep une nouvelle fois sous les bombes. Merci de vous joindre à nous pour ce journal. Les travaux des ateliers du dialogue national se sont poursuivis aujourd'hui au Palais des Congrès à Nouakchott. Les participants sont répartis en 4 différents ateliers de renforcement de l'état de droit à la bonne gouvernance. Récit de Babacar Nam. Effectivement, l'appel au dialogue du président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz a été retardé par le manque d'excitabilité de l'opposition. Il faut reconnaître la grandeur d'esprit de certains cadres de l'opposition qui, de simples actes, s'octroient des positions qui fricotent leur grandeur d'esprit d'hommes politiques. Ce refus de dialoguer par une importante frange de l'opposition est sans doute dû à des calculs politiques à l'approche d'échéance du mandat du président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz. Néanmoins, il faudrait saluer le fait que plus de 600 participants représentant 70 partis politiques de la majorité, 28 partis de l'opposition, 24 centrales syndicales, 90 organisations de la société civile ainsi que plusieurs importantes personnalités indépendantes et des Mauritaniens établis à l'étranger assistent aux ateliers du dialogue en vue de mener des discussions avec le pouvoir sur des questions d'intérêt national. Cependant, il ne faudrait pas que ce dialogue se limite à la supposée retrouvaille de la grande famille du parti au pouvoir, comme le pensent certains. Ainsi, et au cours de ce dialogue, les participants et le pouvoir doivent sermonner un dialogue politique constant et franc, et ceci à tous les niveaux, dans un souci de consolidation et de consécration définitive de notre démocratie. Le président Mohamed Ould Abdelaziz doit jouer pleinement son rôle de père de la nation pour le rayonnement et la stabilité de la Mauritanie. De façon ferme, la coalition des forces de l'opposition mauritanienne FNDU avait bien annoncé son refus de participer au dialogue national, alors que pour faire face à la crise et l'horizon obstrué dans le pays, il était nécessaire de participer au dialogue pour des résultats qui seront à la hauteur des défis. Et si satisfaction niée, pourquoi pas le bouder en pleine séance courante? La boude et le boycott seraient plus frappants pour les organisateurs et pour votre crédibilité. Le FNDI doit au contraire s'assumer en tant que coalition. La Mauritanie est en effet grand, elle doit être dirigée par des grands hommes. Seul un compromis politique trouvé à l'issue d'un dialogue franc et sincère entre acteurs politiques et sociaux mauritaniens peut sortir notre pays de la situation actuelle. Faisons attention, les bateaux chavirent souvent à l'accostage. Le mandat de l'actuel chef de l'État est presque arrivé à son terme. Montrons-nous matures en sachant distinguer l'essentiel de l'accessoire. Pour parler brièvement de cette journée, de cette nouvelle journée de dialogue, nous avons sur notre plateau M. Ahmed Val Boumouzouna de la société civile, qui est également consultant international. Bonsoir M. Boumouzouna. Oui, en fait, je voudrais que vous nous parliez brièvement de cette journée de dialogue, de cette journée qui s'est passée aujourd'hui. D'accord, je remercie Wataniga, parce que réellement, son nom apporte réellement qu'elle est fidèlement Wataniga, nationale. De ce fait, ces journées de dialogue ont été ouvertes pour l'ensemble des Mauritaniens, l'ensemble des partis et de la société civile, sa diversité et ses composantes. Le dialogue, c'est un dialogue qui n'a pas de limite ni
ni interdiction de dire ce qu'on pense. Parce que quand il s'agit d'un dialogue, il faut donner des idées, il faut discuter, il faut remettre à table les choses, il faut revoir la Constitution elle-même, parce qu'il y avait des choses qui ont été remises à table concernant, par exemple, l'adjoint du président. Les gens ont dit qu'il n'y a pas question d'avoir un adjoint du président, parce que les adjoints, en général, même dans les sociétés, on sait leur rôle, ils n'ont aucun rôle. Donc ça va être une charge de plus sur le budget de l'État mauritanien, de ça, pas question. Ils ont discuté encore de l'âge présidentiel, et les gens sont pour le principe d'ouvrir cet âge, sans détermination, mais d'autres réclament que, comme que c'est une constitution qui parle de l'article 26 jusqu'à 28 et 29 et autres, que tous les articles reliés même au mandat présidentiel devront encore être révisionnés. Et ça, c'est les doléances de beaucoup de gens. D'autres sont contre. C'est vrai que c'était un peu houleux aujourd'hui. Les autres, c'est le troisième jour aujourd'hui, c'était un peu houleux par certaines personnes qui ont dit que si les gens veulent s'exprimer de cette façon, qu'ils vont se retirer. C'était un peu une menace par 2 personnes ou 3 dans la salle. Et moi, personnellement, ainsi que la préséance, n'ont pas aimé ce genre de menaces, parce que ce n'est pas à sa place, ce n'est pas qui dirige ce n'est pas qui préside la séance. De ce fait, on doit savoir que si on vient pour un dialogue, on doit écouter tout le monde. Chacun a sa façon de réagir et de voir les choses. En plus, il y avait d'autres composantes dans le cadre, par exemple, des communes. Il y avait les communes, les problèmes des communes, les problèmes des partis, les problèmes socio-économiques, le développement économique. On a discuté de tous les problèmes, même les problèmes socio-économiques, les problèmes même de justice, les problèmes d'inégalité, les problèmes d'injustice. Tous les problèmes ont été mis à table et revoir comment on peut trouver des solutions. Et chacun était libre de dire ce qu'il pense. Parce que nous, quand on vient dans une réunion ou dans une rencontre de ce genre, elle est très importante. Et tout le monde doit participer. Mais la personne doit participer en fonction de sa conviction. S'il veut participer à un dialogue national, il est souverain. S'il veut boycotter, il est souverain. Personne ne peut obliger quelqu'un d'autre. Mais on sait que l'appel... Parlant du boycott, pour vous, quel impact a ce boycott de l'opposition dite radicale sur vraiment ce dialogue-là? L'opposition, il y a plusieurs oppositions. Il y a une opposition de 28 partis qui a participé. Il y a une opposition de quelques partis qui n'a pas participé. L'opposition dite radicale. C'est-à-dire que chacun a sa propre vision de voir les choses. Mais quand un président de la République, Mohamed Abdelaziz, a lancé un appel depuis Chinguitti, après il a lancé depuis Nema, il a demandé à ce qu'il y aura un dialogue exclusif pour tout le monde, sans tabou. Je crois qu'il a fait son devoir, parce que c'est une chose qui est remarquée par l'histoire, parce que c'est la première fois qu'on organise ce genre de rencontre, de dialogue. Même les gens qui sont à l'étranger, nos compatriotes, ont délégué des personnes qui sont venues ici pour assister. Donc la porte est ouverte pour tout le monde. Mais pour vous, quel impact peut avoir, quel impact a eu déjà en fait le refus de cette opposition-là justement de participer de cette opposition, ça se voit immédiatement. Tout à l'heure, vous avez ressorti qu'il y a des gens qui se sont retirés de certains partis. Ça, c'est un impact négatif sur la position de ces partis. Si leurs adhérents ne partagent pas avec eux la même idée, et si eux refusent, les leaders de ces partis refusent de participer, les adhérents vont les quitter. Comme ce qu'on vient tout à l'heure dans votre émission que vous venez de diffuser. La preuve est là. Et là, c'est mauvais pour un parti. Un parti doit écouter ses partisans, doit écouter ses personnes, doit participer. La chaise vide ne représente rien. Et ça, c'est des conséquences très dangereuses sur même la constitution d'un parti. Et pour vous, vraiment, vous pensez que ce dialogue peut aboutir à quelque chose de concret? Certainement, ce dialogue aboutira à quelque chose, quel que soit. Et ce dialogue, encore en soi, c'est important. Mais le dialogue qui va faire l'arbitrage, c'est le peuple mauritanien. Parce que ça, c'est un problème qui concerne le peuple. C'est le peuple qui va voter sur les décisions. Et c'est le peuple qui va dire oui ou non concernant les résultats de ces partis. Donc, les choses reviennent au peuple mauritanien. D'accord, merci beaucoup, M. Ahmed Val Boumouzuma. J'espère que j'ai bien prononcé votre nom. Boumouzuna. Merci beaucoup, merci d'avoir répondu à notre invitation. Et, bonne continuation et bonne chance pour ce dialogue. Merci. Merci beaucoup. Voilà, le ministre de l'économie et des finances, Mokhtar Ould Djeï, a déclaré hier à Tunis que la Mauritanie deviendra
le pays d'1 million d'opportunités d'investissement. Le ministre s'exprimait devant une réunion ministérielle regroupant des représentants des pays du Moyen-Orient, de l'Afrique du Nord et des pays européens, membres de l'Organisation de développement économique. Oulijay a énuméré un certain nombre de mesures mises en place par le gouvernement mauritanien pour encourager les investisseurs, notamment une volonté réelle de rationaliser le choix économique et financier et une meilleure exploitation des grandes richesses dont dispose la Mauritanie. Le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, a loué les qualités de son émissaire au Yémen, le diplomate mauritanien Ismail Cheikh Ahmed, pour le dossier yéménite. Selon lui, l'un des meilleurs négociateurs et plus expérimentés. Le Cheikh Ahmed avait travaillé longtemps dans les projets des Nations Unies avant d'être désigné par le secrétaire général de l'organisation émissaire spéciale au Yémen. Au cours d'une conférence de presse organisée par l'UPR, son président Kanamidou Baba a déclaré que c'est vrai que jusqu'hier, je continuais à recevoir des contacts et je suis toujours disponible et ouvert, mais dans l'esprit qui a été défini et tracé par le FNDU, a-t-il laissé entendre. Kanamidou Baba ajoute qu'il n'ira jamais à un dialogue boycotté par l'opposition qui est le FNDU. Voilà, merci de nous avoir suivis. Très bonne suite des programmes sur la Wataniya. Ils ont la couleur du désert et portent en eux les mystères de l'Afrique. Leur histoire s'écrit entre les dunes du désert du Namib. Dans cette fournaise impitoyable vivent des prédateurs inattendus. Les lions de Namibie. La vie de ces fauves est encore méconnue. Mais dans cette contrée peu accessible, un homme a décidé de s'y consacrer. Grâce au collier émetteur qu'il leur a posé, il a pu observer le développement de 5 jeunes lions. Leur avenir est incertain. Ici, les mâles adultes sont rares. Tous les espoirs reposent donc sur cette troupe, menée par une vieille lionne expérimentée, prête à tout pour la survie des siens. Dans le plus vieux désert du monde, un redoutable prédateur allonge sa foulée. Le désert du Namib, dans le sud-ouest de l'Afrique. Une étendue infinie, inhabitée. Territoire d'un mâle fort et intrépide. Seuls 150 lions vivent encore ici. Entre des villages à l'est et l'océan Atlantique à l'ouest, le parc national qui borde la côte des Squelettes en Namibie constitue pour ces félins un sanctuaire de plus de 200 000 km². Pendant des décennies, aucun lion n'a atteint la côte. Celui-ci y est parvenu. C'est un vrai nomade, fort et courageux, avide d'explorer des lieux où aucun lion ne s'est aventuré. Son territoire est aussi vaste que la moitié de l'Autriche.
Ce fauve est sans conteste un roi du désert. Les chasseurs de trophées et les éleveurs de bétail ont dramatiquement fait chuter le nombre de lions de Namibie dans cette région. Si ce mâle pouvait fonder une famille,